d'abord au niveau du gouvernement, c'est de nous assurer qu'on a essayé de mettre à niveau tous les services de communication parce qu'on communique au XXIe siècle. Comme vous aurez le voir tout à l'heure, la communication au XXIe siècle, ça ne s'est fait pas comme ça s'est fait il y a quelques années parce qu'il y a l'émergence de nouveaux acteurs aujourd'hui, les réseaux sociaux qui viennent pratiquement apporter une grosse révolution sur tout ce qui concerne la communication. Donc ce que nous on a essayé de faire, c'est d'essayer de mieux organiser les choses, de les mettre à niveau, décentraliser la communication. Ensuite, nous avons évidemment une cellule de communication stratégique et on se concerte avec tous ceux qui sont occupés sur la question. Et parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à l'émergence des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont des codes. Vouloir communiquer sur des réseaux sociaux, c'est là que vous voulez atteindre par exemple la couche la plus populaire, les jeunes, ils y sont. La première chose que nous devons faire, nous, comme gouvernement, c'est d'arriver à authentifier de sources. Je vous donne un exemple. Vous avez par exemple sur X une plateforme qui est très prisée par les hommes politiques. Lorsque vous avez, comme moi, un compte, vous devez vous assurer que votre compte est certifié. Parce que vous pouvez avoir plusieurs Patrick Muyaya, si les comptes ne sont pas certifiés, vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut être dilué et qui peut être mis sous la responsabilité du porte-parole du gouvernement. Donc nous, on a travaillé aujourd'hui à authentifier les sources officielles pour nous assurer que, par exemple, le compte de la présidente, le compte des ministères, lorsqu'ils communiquent, ceux qui suivent doivent se dire que la communication qui vient de là est une communication qui vient de sources authentiques. Alors, il est important, parce que nous parlons ici de modules de communication de crise, de connaissance de médias, il est important aujourd'hui de savoir que lorsque vous communiquez, vous ne communiquez pas que pour le média classique. Alors, les médias classiques aujourd'hui sont un peu en déperdition. La presse écrite, elle n'existe presque plus aujourd'hui. Regardez simplement les titres de journaux que nous avons. Et donc, les médias, on les consomme tous à partir de nos supports. Donc, on a la presse écrite, la presse audiovisuelle, radio, télé. Ensuite, on a l'émergence aujourd'hui des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un ensemble qui contient à la fois X, Facebook, Instagram, TikTok, qui ne répondent pas au même protocole. Vous avez un pays qui a plus de 10 500 kilomètres de frontières. Vous avez 9 pays voisins. De tous les 9 pays voisins, nous sommes les pays les plus grands. Alors, je peux vous donner un exemple. Lorsque vous allez dans nos villages, les cases, généralement, n'ont pas des clés ni des cadenas. Parce que généralement, dans les cases, peut-être qu'il n'y a pas des biens précieux qu'on y garde. Mais regardez la République démocratique du Congo et tout ce que nous avons. On parle d'un potentiel évalué à plus de 24 000 milliards de dollars. Mais comment pensez-vous que sans avoir de services de sécurité, une armée forte, on soit en mesure d'assurer la pleine souveraineté et la pleine sécurité de ce que nous avons? Et donc, je crois que pour un pays comme le nôtre, la première urgence, et c'est ce que nous faisons avec le président Tshisekedi, c'est d'investir dans la sécurité. Et aujourd'hui, si nous avons une population de 100 millions d'habitants, je pense modestement que nous devons avoir au moins une armée de 1 million de soldats. Alors, malheureusement, il y a un peu la difficulté en termes de perception. C'est pour ça que vous qui participez au Tchèze, qui avez le privilège de côtoyer nos militaires, nous devons beaucoup travailler à améliorer le rapport civilo-militaire et pour que finalement, lorsqu'on parle d'armée, lorsqu'on vous dit que vous devez envoyer votre enfant dans l'armée, que vous ne réfléchissiez pas 2 fois. Parce que dans l'armée, vous avez le privilège d'avoir des généraux qui viennent de la France, ils vous diront que c'est dans l'armée qu'il y a les meilleurs dans toutes les sociétés. Toutes les meilleures technologies sont d'abord militaires. Les meilleurs médecins sont d'abord militaires. Les meilleurs ingénieurs. Et donc, il faut considérer que l'armée, dans un pays, c'est un corps d'élite. Et que nous tous, collectivement, bien au-delà d'ailleurs de ce que les politiques peuvent avoir comme ambition, nous tous, nous devons comprendre que si nous aimons ce pays et que nous devons le protéger, nous devons travailler à avoir des services de sécurité qui sont en mesure ou qui sont à la taille du pays. Et donc, nous, au gouvernement, on y travaille, mais sur cet aspect, il est important que les citoyens puissent s'impliquer parce que ceux qui doivent aller dans l'armée demain, ce sont nos enfants. Et nous, nous devons nous assurer qu'on leur a donné les raisons de venir dans l'armée. Et donc ça, c'est un point important. Je pourrais y revenir sur les questions. Alors, l'autre point,
C'est le point de la diplomatie. Parce que nous appartenons à des organisations régionales, sous-régionales ou internationales. La RDC, nous sommes à la fois CEAC, nous sommes à la fois EAC, nous sommes à la fois SADC. Nous sommes aussi Union africaine. Et dans un contexte comme celui-ci, dans une confrontation avec un pays avec lequel vous êtes membre dans plusieurs organisations régionales, la bataille s'exporte sur les terrains diplomatiques. Là aussi, qu'on ne vous trompe pas, on a fait beaucoup de progrès. Malheureusement, le temps de la diplomatie n'est pas le temps qui est le nôtre. La diplomatie, je dois rappeler, ne fonctionne pas, en tout cas de manière générale, comme fonctionnerait la morale. Vous savez mieux que moi, sûrement que cela vous a été dit ici, les États n'ont que des intérêts. Et dans les traitements d'un conflit, les États ne les traitent pas en fonction forcément du nombre de morts ou des victimes, ils les traitent en fonction des intérêts qui sont les leurs. On aura l'occasion de revenir notamment sur la question de la France, qui malgré que ce elle qui écrit les résolutions pro-RDC au Conseil de sécurité, qui malgré la coopération militaire que nous avons, est souvent perçue ici comme soutien du Rwanda. Parce que les Congolais estiment à raison, de notre point de vue, que la France devait être plus tranchante sur le Rwanda, alors que la France regarde elle aussi sa relation diplomatique avec le Rwanda et les intérêts qu'ils ont sur d'autres terrains, de se dire, voilà, il y a des limites à mon action. Vous voyez un peu la complexité de la diplomatie. Et donc, là aussi, ça reste un terrain sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Alors, il y a le front judiciaire. Je parlerai du front médiatique à la fin. Le front judiciaire, parce que si vous regardez les conflits dans l'Est de la RDC, ceux qui aujourd'hui commandent les armées de supplétifs, ce sont les mêmes gaillards qui font la guerre depuis 5-6 ans. Et les mêmes gaillards n'ont jamais été sanctionnés. Ils n'ont jamais subi la rigueur de la justice. Mais alors, comment pensez-vous qu'on peut mettre fin à la crise si vous n'avez pas une justice qui a opéré? On a parlé des CPI en RDC, mais c'était principalement sur l'Ituri. Sur le Nord Kivu, il n'y a vraiment jamais eu. On a les rapports mapping de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a fait des progrès énormes parce qu'on a non seulement des enquêteurs de la CPI qui sont déjà là, qui collectent des éléments, mais non, on a obtenu une mission d'établissement de faits du Haut Conseil des Nations Unies pour le droit de l'homme qui finira par une commission d'enquête pour les crimes commis depuis janvier 2022. C'est des progrès importants. C'est comme aussi, on a obtenu en 2022, je pense, la levée de l'embargo sur les armes, parce que la RDC, comme État, n'était même pas en mesure de se procurer des armes de manière régulière. Ce sont des progrès que nous faisons qui, malheureusement, ne sont pas toujours perceptibles. Alors, dans la justice ici, c'est pas seulement dans la dimension internationale. Il y a une dimension nationale. Et dans la justice ici, c'est véritablement un pilier sur lequel nous devons compter. Si nous voulons nous assurer que les auteurs des crimes les plus imprescriptibles, qui ne sont pas simplement des natures à toucher les humains, même l'économie, on y reviendra dans le front qui suit, puissent répondre de leurs actes. Alors, et puis nous avons le front économique. Mais pourquoi? Parce que le fond de la guerre, il est économique. Aujourd'hui, les statistiques publiées par les Rwandais eux-mêmes vous démontrent comment, eux, ils vivent de l'or, mais qu'ils n'ont pas dans leur sous-sol. Alors maintenant, ils s'amusent à faire de petites visites guidées sur des petites mines, entre guillemets, mais quelle qu'en soit la taille, quelle qu'en soit la nature, ça ne reflète en rien la production que le Rwanda déclare, notamment sur les 3T. Et donc, il y a quelque part vol, recel des minerais qui viennent de la RDC. Alors, qu'est-ce qui, d'après vous, a été l'une des raisons pour lesquelles le président rwandais fait cette guerre à tout prix? Mais parce que justement, nous, on a commencé à mettre un peu plus d'ordre dans les secteurs. Vous avez entendu parler
de DRC Gold Trading, qui était Primera Gold, parce que nous-mêmes, nous voulons être sûrs que nous contrôlons l'or qui sort de la RDC. En 2022, on n'a produit que 49 kilos d'or. 49 kilos. Mais en 2023, on a dépassé les 2000 kilos. Et aujourd'hui, je n'ai pas les dernières statistiques, mais on avoisine les 5 ou 10 000 kilos d'or que nous sortons de chez nous. Alors, les kilos d'or, il y a peu, c'était 80 000 $. 1 kilo d'or. Aujourd'hui, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Mais lorsque vous regardez les statistiques du Rwanda, pour cette année, c'est 1,5 milliard. Et à l'horizon 2026, je crois, c'est 2,4 milliards. C'est des chiffres de la Rwandan Development Board. J'ai fait à ces propos un briefing avec mon collègue de mine et nous nous sommes largement étendus là-dessus. C'est pas pour rien que l'Union européenne, dans les dernières sanctions qu'elle a prises, parce que les sanctions contre les individus, pour moi, des individus qui pour certains ont été relevés, qui peuvent être relevés, ne sont pas véritablement les game changers. Mais lorsqu'on sanctionne la raffinerie des Gassaro, la raffinerie où l'or justement venait justement de la RDC raffinée, là c'est un sujet. Parce que là on touche au cœur du budget du Rwanda. Et la réaction du Rwanda contre la Belgique, qui a été avec la France à l'initiative justement de ces sanctions, dans l'identification de ces entités, est justifiée. Parce que ça c'est un game changer. Alors, et puis il y a le front médiatique. Dans les fronts médiatiques, tout le monde a un rôle à jouer. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas penser que la défense du pays n'est qu'une affaire des militaires, n'est qu'une affaire de diplomates. C'est une affaire de nous tous. Comme j'aime beaucoup le répéter, cette guerre, ce n'est pas une guerre qui est faite au président Tshisekedi. C'est une guerre qui est faite en série. Et lorsque nous engageons de moyens, on s'aliène les moyens qu'on devait mettre dans l'éducation. On s'aliène de moyens qu'on devait mettre dans la couverture santé universelle. C'est-à-dire qu'on s'aliène de moyens qu'on devait mettre dans les infrastructures. Donc tous les Congolais indistinctement sont touchés. Alors pourquoi nous les Congolais là où nous sommes? Parce que nous sommes, il n'y a rien qui ne soit plus grave d'ailleurs dans l'histoire des citoyens que de perdre pour un moment la souveraineté sur une partie du territoire. C'est comme si on prenait votre main et que vous en avez perdu l'usage. Je ne pense pas que les restants du corps humain seraient à l'aise et en mesure de pleinement fonctionner. Il n'y a rien de plus grave. Et donc ici, parce que la guerre, c'est aussi la guerre du narratif. Parce que nous sommes dans une guerre hybride. Parce que la guerre s'est faite partout, y compris sur les réseaux sociaux. Alors ça veut dire que vous avez un rôle à jouer. Alors qu'est-ce que vous faites? Je prends souvent cet exemple-là. Alors, à plusieurs reprises, nous ici, volontairement ou involontairement, on a fait le jeu de l'ennemi. Parce que très souvent, nous tous, nous avons une propension à partager des mauvaises nouvelles. Alors, vous recevez la vidéo d'un militaire en train de danser, par exemple. Vous êtes, vous, le premier à le partager, non sans commentaire. Lorsque vous les partagez, ça tombe sur un point A et ça circule. Et finalement, les gens disent « Ah, voilà l'image de deux militaires. » Mais vous êtes les premiers à les avoir détruits. Parce qu'il y a des brebis galeuses partout. Alors, vous avez suivi qu'au Rwanda, il y a un militaire qui a tué une dizaine de personnes, mais vous n'avez jamais vu les images d'ailleurs des dégâts qu'il a commis et jamais vu l'image du militaire en question. Parce que les militaires, comme les policiers, c'est des gens qui ont fait le choix de mourir pour nous. Il faut les protéger. Alors, je me souviens qu'une fois, nous avons eu une grosse crise à gérer ici parce qu'on attaquait les chancelleries. Mais la crise a commencé parce que, justement, les laboratoires rwandais qui inoculent les vanins ici ont inoculé le venin. Ils ont récupéré et sorti du contexte une vieille interview d'Anthony Blinken sur la question de la guerre dans l'Est pour dire que les Américains soutenaient le Rwanda et pas la RDC. Les lendemains, il y a eu des gens qui étaient dans la rue. Les lendemains, c'était un samedi, je crois, on s'est attaqué à des diplomates. Mais pourquoi attaquer les diplomates? Parce que quoi qu'il en soit, les diplomates qui sont ici sont nos alliés. Même si dans leur centrale, il y a les éléments qui viennent du partout, mais il faut partir du postulat que tous les diplomates qui sont accrédités en RDC sont là pour parler de la RDC.
Et vous voyez que nous-mêmes, parfois, de par notre attitude, on a favorisé les jeux de l'ennemi parce qu'on a partagé son poison. Récurrent de Rwandais qui affirme qu'ils ont des terres au Congo. Moi, je sais que ce n'est pas vrai. Nous ne réagissons pas suffisamment à cet égard. Voir les militaires, le téléphone Android à côté et l'armée à droite. Donc, de cette façon, je crois que ce que nous aurons vraiment confiance à ce que... Pour réussir justement à ramener un maximum de personnes dans le camp. Et donc, ces effets, ils s'accompagnent d'une communication publique, hein, bien sûr, votre travail en tant que ministère de la Communication, mais il peut s'accompagner aussi, le narratif, d'un certain nombre d'autres effets. Dans le domaine cognitif, dans le domaine virtuel par des cyber, cognitif par des opérations psychologiques, mais même par des opérations physiques. Hein. Les effets, ils peuvent être non létaux comme létaux. Mais pour ça, il faut d'abord disposer d'un narratif. Savoir ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire, comment on se... L'autre, on vient déjà de dire sur ce qui se passe à l'Internet pour empoisonner. Et deuxièmement, c'est sur la personne humaine que nous sommes dans le sens où on dit diviser pour mieux régner. Donc le Rwanda utilise nous, le Congolais, pour que nous puissions, sur des sujets qui nous divisent, pour que nous puissions prendre de l'ampleur, occuper des... J'appelle le poison rwandais. C'est un ensemble. Et cet ensemble, je peux le définir en compréhension. C'est tout ce qu'il y a comme raison, mensonge que le roi. Je pense que si poison rwandais existe, ce poison est entretenu par la mauvaise communication ou la communication défaillante de la République démocratique du Congo. Ce que je vous ai dit, il y a quelques jours, j'ai suivi un curé rwandais faire appel aux Banyamulenge, leur demander de se départir de ce complexe, parce que les Banyamulenge n'existent pas. Ils doivent accepter qu'ils sont rwandais, parce que nous savons ici qu'il n'y a pas eu... C'est pour ça que je disais, j'ai pris l'exemple du Swahili, en disant que en Swahili on dit Swahili imezaliwaka Zanzibar. Le Swahili est né au Zanzibar, imekoma la Tanzanie, il a grandi en Tanzanie. Ikagonjwaka Kenya, il est tombé malade au Kenya. Ikakufa Ouganda, il est décédé en Ouganda. Na wakaizika Congo, on l'a enterré au Congo. C'est-à-dire l'Est du Congo